Salut Leslie, Salut Romy! merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, merci à toi de m'avoir invité, je suis super honorée. Donc on se connaît bien, là je fais appel à toi pour tes compétences en tant que comportementaliste spécialiste des relations humains-chats. Oui, Et donc c'est évidemment un podcast Kiffe ton chien, donc qui va être dédié au comportement du chien, mais je pense que c'est important quand même aussi de pouvoir aborder, la cohabitation chien-chat, puisque, des personnes peuvent très bien vivre avec, leur chien et d'autres chats ou vouloir accueillir un chat. tout à fait, c'est d'ailleurs mon cas. Oui, donc bah, justement, on va commencer par là. Je vais te demander de présenter, et comme ça, tu vas pouvoir présenter toute ta petite famille. Alors, du coup, je suis comportementaliste spécialiste du chat, comme tu l'as dit. C'est une reconversion. J'ai d'abord passé une première partie de ma vie dans l'édition, où je bossais à la com et au marketing. Voilà, après quelques réflexions sur un changement de vie, j'ai décidé de me tourner vers mes premières passions, qui sont les animaux, l'éthologie, l'étude des comportements. C'est toujours des trucs qui m'ont fascinée, et en particulier les chats. Et du coup, j'ai décidé de me former chez Animotopia, que tu connais bien, hein. Oui, Et je me j'y suis interviens formée en comme toi. chien. Je me suis formée en chien et en chat là-bas. Ouais. À l'époque, j'avais vraiment envie d'étudier les deux espèces, et c'est au fur et à mesure de la formation que j'ai vraiment décidé de me dédier que au chat, parce que j'avais vraiment un feeling sur cette espèce. Mais justement, l'étude des chiens m'a aussi aidé dans les cas des cohabitations chien-chat dont tu parlais. Donc voilà, j'ai suivi après plein d'autres formations à côté et tout ça. Et aujourd'hui, j'exerce dans l'Oise, sur Paris, et puis je forme aussi chez Animotopia pour le module profession et le module chat. Et je partage ma vie avec chien et chat, puisque j'ai deux bergers australiens seniors maintenant, hein, June et Mmh. Lemmy, qui ont 10 et bientôt 11 ans, les loulous. Ça passe vite, hein? Deux abyssins. Bah ouais, ça file, c'est pas possible. À chaque fois que je vois leur âge, je me dis que c'est pas possible. Surtout qu'ils sont encore foufous comme des jeunes. Oui. J'ai deux abyssins, un senior aussi qui a 9 ans, une petite de 5 ans, et une récemment arrivée, une ossicate, Cato, qui a 5 mois et quelques. Ouais, Donc ça donc fait du monde à la maison. voilà, une grande famille et Exactement. justement, tu as dû sûrement gérer des choses pour que la cohabitation se passe au mieux. Tu as dû te poser des questions et c'est tout ça qu'on va quand même aborder. Hem, Super. pour justement, commencer aussi, il y a quand même des petites questions, à se poser avant l'adoption d'un chat. La première, ce serait si, on est dans le cas où on a un chien présent à la maison. Quelles questions seraient intéressantes à se poser pour préparer, et choisir surtout le chat qui pourrait convenir? Alors, bien qu'on est avec des êtres vivants, donc c'est difficile, hein, de pouvoir tout anticiper, mais il y a quand même, voilà, des petites questions intéressantes. Ouais, exactement. Tu le sais bien, et c'est sûr qu'il y a toujours plein de facteurs individuels, mais oui, il y a quand même des choses qui peuvent aider. Par exemple, le cas d'un chat qui connaît déjà les chiens, la familiarisation à l'espèce sera un gros atout, parce que le fait surtout s'il est déjà adulte et qu'il a jamais rencontré de chien, forcément, l'habituation peut être plus compliquée pour lui. Donc, idéalement, ce serait top de choisir un chat qui a déjà fréquenté des chiens et dans des bonnes conditions, parce que, pareil, une expérience négative passée avec des chiens, sera pas forcément un facteur favorisant pour une cohabitation sereine. On peut aussi partir sur un chaton, idéalement, qui a grandi avec des chiens, mais dans tous les cas, un chaton a tendance à être quand même plus explorateur et plus curieux, et aura plus tendance à surmonter sa crainte, entre guillemets, et à se familiariser à l'espèce s'il est encore assez jeune. Donc voilà les cas de figure qui favoriseront le plus une cohabitation. Après, on évitera les chats qu'on sait craintifs, les chats qu'on sait qui ont déjà eu des expériences négatives avec des chiens, les chats qui ont des handicaps qui leur permettent par exemple pas de grimper pour se mettre hors d'accès du chien. Voilà, il faudra évidemment prendre en compte tout ça, parce que ça n'aidera pas. Voilà, je dirais surtout ça. Je sais pas si toi, tu as des choses à ajouter de ce côté-là. Bah, concernant les chiens aussi, évidemment, c'est, là, on est en train de parler de rencontres, en gros, entre, plusieurs individus. C'est aussi important de se poser la question pour les chiens, au niveau de l'âge aussi. Là, si le chien est déjà présent, quel âge il a? Quand on parlait de chaton, qui peut avoir plus d'énergie, est-ce que pour lui, ce sera acceptable ou pas? Bien que, voilà, ils peuvent très bien s'adapter, mais, je pense que c'est vraiment ces questions-là à voir et en termes de santé aussi. Comment se sent le chien pour pouvoir, accepter la nouveauté, se sentir à l'aise aussi, s'il a besoin d'espace, s'il est un petit peu envahi par le jeune chat et cetera, quoi. Donc, je pense que c'est Tout des à fait. questions importantes. C'est vrai que la familiarisation, on n'en parle pas assez. Pour toi, c'est quoi une bonne familiarisation à une autre espèce? Comment ça peut se dérouler?
Alors, bah, faut que les présentations, les premières présentations soient bien menées dans un cadre serein. Alors, c'est vrai que quand le chaton est encore avec sa mère, c'est l'idéal parce qu'il est dans un cadre parfait, dans le sens où la mère représente une base sécurisante pour lui pour explorer des nouvelles choses. Donc, bah, il va être plus à même d'explorer dans des bonnes conditions, surtout si la mère est elle-même familiarisée au chien. Bah, du coup, son attitude sereine aidera d'autant plus le chaton à se dire, bon, bah, ça a pas l'air d'être un danger, ce truc-là. Maman, elle est posée. Donc, je vais aller explorer beaucoup plus sereinement. Après, si le chat est adulte, bah, ça va être plein d'éléments, quoi. Ça va être déjà avoir, bien préparé les lieux pour que chacun puisse s'extraire, se retirer, se cacher si besoin. Ça va être aussi beaucoup la contagion émotionnelle des humains. Pour qu'il y ait une bonne familiarisation, il faut des humains aussi sereins, dans l'environnement pour que ça se passe bien et puis il faut que ce soit de manière progressive, en étant toujours attentif aux signaux du chat, en dépassant jamais son seuil de tolérance, évidemment aussi celui du chien. Hem, voilà, donc il faut que ce soit quelque chose qui soit, positif, mené de manière progressive, c'est comme ça qu'on peut mener une meilleure familiarisation, quoi. Et justement, quand le chat va arriver, si le chien est déjà présent, est-ce que tu conseilles de pouvoir isoler le chat pendant un moment, pendant une période? Évidemment, tout va dépendre de l'environnement. On va pas pouvoir exposer tous les cas de figure. Mais qu'est-ce que tu conseilles en premier pour que le chat aussi se sente bien dans l'environnement, mais que ce soit pas non plus trop pour le chien? Alors déjà, moi je conseillerais de préparer les choses avant. Les questions pour moi, elles se posent avant le jour J et le jour où on les présente parce que, si on n'a rien préparé, qu'on isole le chat ou pas, ça va pas suffire. Donc moi je conseille idéalement de préparer, l'environnement pour que ces rencontres se passent bien. Donc ça passe, bah, par, préparer des espaces de repli au chat, on en parlera peut-être plus en détail après, mais en tout cas à minima des hauteurs et cetera. Oui, je conseille dans tous les cas quand on a un nouvel animal dans le foyer, que ce soit, un chat, alors qu'il y a déjà d'autres chats, qu'il y ait pas d'autres chats, qu'il y ait déjà des chiens, en gros, de toujours isoler de toute façon le chat parce que, bah, il vient d'un nouvel environnement, quoi qu'il arrive, qu'il soit chaton ou pas. Il va avoir besoin de se remettre et il va pas tout de suite, en sortant de sa cage de transport, être, «Youpi, je suis à même de rencontrer un nouvel animal». Bon, il va avoir, alors en fonction des individus, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais je conseille un minimum de quelques heures pour que le chat puisse bien se remettre de ses émotions, découvrir ce nouveau lieu sereinement, faire ses besoins, manger, boire, se toiletter, dormir peut-être un petit peu, pour qu'il soit plus à même de faire une nouvelle rencontre à ce moment-là, quoi. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs, si on a le chien qui est déjà présent, d'aller se balader avec le chien pour que lui soit à l'extérieur à la limite, que le chat arrive dans de meilleures conditions. On va éviter les présentations où on a le chat dans les bras et faire sentir le chat au chien parce que ça peut être vraiment une difficulté parce qu'il peut être enfin, il va être bloqué quoi, pas de distance de Et sécurité. ouais, ça, c'est une des grosses erreurs et qu'on rencontre très fréquemment. Bien plein de bonnes intentions. On veut montrer à notre chat que le chien n'est pas un danger. Donc, on va le prendre dans les bras en disant: «Regarde, tout va bien, il est super sympa». Sauf Copain. que pour le chat, en effet, être porté dans les bras, bah, c'est vraiment une position où il se sent vulnérable et contraint et c'est tout à fait un contexte défavorable à une bonne première mise en contact. Donc, dans la mesure du possible, on laissera le chat complètement libre de ses mouvements et on le laissera venir à son rythme et ça implique parfois beaucoup de patience et c'est pas facile. J'ai le cas à la maison puisque ma chatonne, malgré qu'elle soit jeune, est très, très timide avec les chiens et ça demande, bah, beaucoup de patience et je ne force pas les choses. Mais c'est vrai que, bah, voilà, parfois, il faut accepter que, nos chats et nos chiens vont pas se faire, des léchouilles au bout de 3 minutes. Ça fait partie du jeu. C'est pour ça que l'aménagement est important aussi et d'avoir réfléchi. Enfin voilà, si on pense adopter un chien et un chat, faire arriver le chat, dans un studio alors qu'on n'a qu'un chien et on n'a pas de possibilité, de pouvoir isoler, ça peut être compliqué. Donc ça aussi, il faut y penser par rapport à l'aménagement, quoi. De pouvoir Exactement. isoler et voilà et c'est pour ça que la balade pour le chien, il peut être à l'extérieur et revenir ensuite. On peut avoir mis en place des barrières. Si le chien, bien sûr, en amont a été habitué pour pas que ce soit une trop grande frustration. Les portes fermées, évidemment, à travailler. Si le chien n'a pas l'habitude, comme tu parlais de préparer aussi, ça, c'est important. Si le chien, il a accès à toutes les pièces et que le jour où on ramène le chat, là, on va bloquer certaines pièces, ça peut être compliqué. Donc autant bien préparer en amont aussi que ce soit confortable. Et après de laisser venir, comme tu le dis. C'est vrai que le chat, c'est un bon indicateur parce que si le chat est plus à l'aise, il va venir plus facilement. Si le chat a plus de réserve, il va soit se cacher, soit fuir et plus on aura de l'espace pour lui, mieux ce sera donc pourquoi c'est si important la hauteur pour le chat? Alors le chat de base, chien ou pas, ça fait partie de ses besoins primordiaux de se mettre en hauteur. Heu, Quand on parle d'arbre à chat, hein, c'est pas pour rien, c'est parce que, bah, les arbres dans la nature sont une des zones refuge. En gros, le chat pour, se réfugier, se sentir en sécurité, il a 2 options: se cacher, se terrer ou se mettre en hauteur dans des arbres. Ça va être des postes du coup d'observation, il peut y repérer des proies, il peut y repérer des dangers potentiels, il est en position de force en cas de justement de menace puisque, bah, il est en hauteur par rapport à l'individu qui voudrait grimper donc
c'est un besoin primordial pour le chat. Donc, même quand j'arrive dans un foyer sans chien, je vais toujours conseiller des hauteurs pour le chat. Et ce sera d'autant plus important, évidemment, avec un chien, voire de booster les hauteurs, parce qu'un arbre à chat, c'est bien, mais si on peut en plus avoir, en fonction des possibilités, bien sûr, mais des parcours muraux, par exemple, qui vont permettre au chat d'évoluer dans une pièce sans forcément que le chien puisse avoir accès à lui, bah ça peut lui redonner, bah, en plus des mètres carrés supplémentaires, hein, puisque bah, la dimension, 3 dimensions, justement, pour lui, ça implique aussi d'avoir des espaces où il va être plus tranquille, pouvoir dormir sereinement. Et dans le cas d'une découverte d'un chien, bah, c'est l'idéal, c'est ce que je répète souvent en consultation, il va pouvoir découvrir cette nouvelle espèce d'un point de vue totalement sécuritaire pour lui. Donc, OK, je vois comment le chien bouge, ah OK, lui, il évolue comme ci, il évolue comme ça, voilà quel type de mouvement il peut faire. Et c'est la meilleure façon pour lui d'apprendre. Alors que bah, s'il est obligé d'être caché dans une autre pièce parce qu'il n'a aucun moyen d'observer le chien autrement, bah, forcément, la familiarisation, elle risque d'être beaucoup plus longue, quoi. Et du point de vue chien, ça peut être en plus très frustrant parce qu'il sait qu'il y a un chat, mais il ne voit jamais. Ou quand le chat sort, en fait, il va fuir parce qu'il a peur et qu'il y a aucune possibilité d'être en hauteur, bah ça va inciter quoi? Le chien à courir, donc à poursuivre. Et en plus, si à la maison, on a tendance à jouer à la balle, voilà, favoriser tout ce qui est comportement de poursuite, Mmh. évidemment, en plus, le chat, il doit se dire: «Mais c'est qui ce ouf là qui est en train de courir partout? Ça ne me donne pas envie de descendre». Alors que si on favorise des choses au niveau des stimulations mentales, de la recherche, et cetera, évidemment, déjà, ça permet d'avoir un climat plus calme. Et puis le chat, il voit le chien qui se déplace de manière aussi plus tranquille. Donc ça invite un peu plus à se déplacer, dans la Exactement. pièce, quoi. Exactement. Le chien, c'est pas ma spécialité, mais c'est vrai que quand j'interviens comme ça sur des Mmh. consultes préventives, je demande toujours à ce que le chien ait été sorti avant, comme tu l'as dit, et en effet de lui proposer au maximum des activités calmes pour que le chat puisse l'observer et voir que c'est pas que un animal qui le suit partout, mais c'est aussi un animal qui vit sa vie tranquillement et ça favorise une bonne observation tranquille, quoi. Et tu disais justement la contagion émotionnelle est importante, ça on on en est sûr, on le constate tous les jours, même nous-mêmes avec nos propres animaux. Mhm. L'intérêt aussi d'avoir le chat en hauteur, c'est que l'humain, il peut être aussi plus détendu. Et donc, faire en sorte que la venue du chat soit un non-événement, puisque en général, quand le chien réagit, les personnes peuvent avoir tendance à réagir. Donc qu'est-ce qui se passe aussi dans la tête du chat à ce moment-là? Ah bah oui, en gros, si à chaque fois que le chien veut aller vers le chat, les humains ont peur, crient, disent non, chut, laisse-le. Bah déjà pour le chien, tu pourras dire les conséquences, mais pour le chat, bah, il va faire une association négative avec le chien, quoi. Dès que je vois cet être plein de poils au sol là, il y a les humains qui s'agitent, qui crient, donc ça renforce l'idée qu'il faut s'en méfier et qu'il y a un danger, et donc on va pas du tout en faveur d'une habituation positive, quoi. Et bah oui, du point de vue chien, si on est toujours derrière ou alors déjà frustration davantage, ou si le chien lui-même est en stress. Le problème, c'est que au lieu de banaliser et d'apaiser, bah, ça va monter davantage et l'humain va se monter davantage en stress aussi puisqu'à chaque fois, il voit son chien réagir, son chat réagir. Est-ce que tu peux nous indiquer aussi quels sont les signes, qui sont intéressants à regarder, même en termes de mimique, pour le chat, pour savoir si, dans ces moments-là, il est à l'aise, il est détendu, il est stressé et à quel moment on intervient ou pas? Parce que parfois les gens ont tendance à trop intervenir direct aussi. Dès que ça grogne, dès que ça feule, hop, on intervient. Il y a des paliers, en fait. Exactement. En fait, les signes de stress, il y en a pas mal chez le chat, mais voilà, on va pouvoir observer notamment les pupilles. Est-ce qu'elles sont dilatées? Ce qu'on appelle la mydriase, ça peut être un signe de stress. Est-ce que les oreilles sont sur le côté, ou en arrière? Là, ce qui pourrait être un signe de peur intense. Est-ce que les poils sont hérissés? Est-ce qu'il a, le dos courbé? Est-ce qu'il a la queue qui s'agite beaucoup? On voit aussi sa posture générale. Est-ce qu'il est plutôt porté vers l'avant, curieux, ou est-ce qu'il est plutôt en retrait, dans une position ramassée? Tout ça, ça va nous permettre d'évaluer son niveau de stress. S'il a peur du chien, ce qui est normal, il va potentiellement feuler, il va potentiellement grogner pour mettre le chien à distance s'il ne respecte pas le feulement. Le pauvre chien, généralement, il ne connaît pas le feulement, donc il ne sait pas que ça veut dire, recule. Il l'apprend souvent avec le temps quand il se prend un ou Oui. 2 petits coups de patte. Mais en tout cas, tant que le chat fait ça, voilà, c'est pas, on essaiera d'éviter de crier, de dire au chat: «Non, t'es pas gentil», parce que, bah, le chat, il exprime juste un inconfort et il utilise ses signaux de chat pour mettre, bah, le sujet de sa peur, l'objet de sa peur à distance. Donc, il faut, nous, rester sereins dans ces moments-là. Intervenir, c'est si vraiment on a un chien qui, entre guillemets, «harcèle» le chat en permanence, ne le laisse pas du tout respirer, et qu'on voit que là, le chat, il est en détresse, qu'il reste caché des heures, sous un meuble ou qu'il n'ose pas redescendre d'un meuble en hauteur.
bon, bah, là, on va essayer d'intervenir, de calmer le chien, de l'occuper à autre chose. Ça, c'est plus, du coup, sur ta partie. Mais en gros, on essaiera d'intervenir le moins possible, sauf si ça devient évidemment un facteur de stress, répété, quoi. Oui, puis dans tous les cas, comme on a parlé d'aménagement, si on a sécurisé les lieux, si, il y a des barrières, s'il y a de la hauteur et cetera, déjà ça va être favorable. S'il y a rien de préparé, bah, évidemment que ça va être compliqué pour tout le monde. Donc et du point de vue chien aussi, un chien qui grogne, ça ne veut pas dire qu'il va agresser, qu'il va attaquer, c'est ce qu'on entend souvent. Là aussi, ça va être important de le laisser communiquer, de pouvoir mettre à distance le chat s'il le souhaite. D'observer les signes aussi de tension du chien. Toi, tu parlais par rapport au chat, la raideur et tout, la position vers l'avant, c'est pareil pour le chien. Plus il va être raide, plus il va être tendu, la queue haute, même s'il a la queue qui bat, où on croit qu'il est content. Le chien qui a vraiment une posture raide et la queue très haute avec le battement de queue très rapide, ça peut être vraiment un signe de tension. La piloérection aussi, la crête, le détournement du regard, détournement de la tête, tout ça, ça peut être indiqué que le chien n'est pas forcément à l'aise ou qu'il a besoin de distance. Là, c'est exactement pareil que pour tout à l'heure que tu disais avec le chat. Le but, c'est pas intervenir systématiquement, mais d'observer si ça monte davantage de plus en plus. Et si à chaque fois que le chien voit le chat, ça se passe comme ça veut dire qu'on va trop vite. Il y a une étape, soit ils sont mis dans les mêmes pièces alors qu'ils ne devraient pas parce que c'est trop pour le chien. Donc peut-être aussi bah, les fameuses barrières, mais avec à mettre un linge dessus ou pour couvrir la vue, empêcher le chien de voir. Ça peut être voilà différentes choses ou carrément en fait fermer les portes, quitte à, je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, laisser le chien aller dans la pièce où il y a le chat quand le chat n'est pas là et inversement en fait qu'il y ait des échanges d'odeurs, notamment au niveau des marquages. Tu vas nous en dire plus pour les marquages importants pour le chat. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place aussi pour le laisser s'exprimer, laisser des messages bah, pour qu'il y ait une communication qui soit indirecte au final. Oui, alors complètement. C'est clair que parmi les choses auxquelles on pense pas forcément, parce que là, on a parlé des hauteurs, des barrières qui sont des outils bah, hyper pratiques hein, pour permettre à chacun de cohabiter et d'avoir des zones refuge. Le marquage qui est très important chez le chat et qui, contrairement au chien, se fait au sein de la maison. Le chat, pour lui, c'est très important de pouvoir baliser olfactivement son domaine de vie. Les litières, c'est d'ailleurs souvent le sujet par lequel je commence mes consultations parce que bah, pour nous, c'est la chose la moins passionnante, mais pour le chat, c'est vraiment un enjeu essentiel. Et du coup, bah, souvent, je conseille que quand on adopte un chien, si on a déjà un chat, on va lui proposer potentiellement un poste de marquage supplémentaire. Ça passe par la litière, mais aussi par des griffoirs, puisque le chat va aussi déposer ses odeurs quand il griffe. Donc, il va aussi évacuer ses tensions quand il griffe. Donc, en gros, les postes de marquage, griffoirs, litière, je conseille de les booster quand un chien va arriver, parce que bah, le chien, il va arriver avec plein d'odeurs nouvelles. En plus, il sort tous les jours, donc il va ramener des odeurs de l'extérieur. Le chat n'y est pas forcément habitué et il peut arriver, c'est des cas que tu dois aussi connaître, que le chat urine sur le Mhm. couchage du chien, par exemple, au début, parce que bah, cette odeur est un peu nouvelle, peut être un peu stressante en fonction des profils de chat, et du coup, il va avoir tendance à la recouvrir avec sa propre odeur. Si on lui a proposé une litière supplémentaire, bah, on peut potentiellement tout faire en sorte que ce genre de problématique ne se déclenche pas, et puis on donnera aussi au chat le moyen de se sentir mieux. Et ça, bah, ça paraît un petit peu déconnecté, bah oui, en quoi une litière, mais en fait, si, ça peut vraiment favoriser bah, que le chat soit plus serein, et du coup, qu'il soit aussi plus serein avec le chien. Là, en plus, il peut y avoir des comportements qui apparaissent, comme tu disais, le fait d'uriner dans le panier ou des fois ça peut être, même sur un canapé, enfin des zones où le chat n'avait jamais fait. Sauf que là, on a un nouvel individu, donc ça peut être compliqué, pour lui de gérer, donc faut pas non plus hésiter, enfin, à faire appel aussi à un comportementaliste, justement, qui pourra soit qui connaît les 2 espèces, soit qui connaît le chat et on interviendra avec, un comportementaliste chien si besoin, en travail d'équipe. Mais, c'est important aussi de bien analyser le contexte parce que souvent, en fait, les gens pensent que, il va se venger. Le chat, là, il se venge, il est jaloux. Quelles sont les principales idées reçues, qui peuvent nuire à une bonne compréhension de tout ça? Alors oui, la jalousie, c'est vraiment une interprétation qui est très très souvent apportée par les personnes qui ont des chats parce que bah c'est un peu notre mode de fonctionnement. Donc bah voilà, moi mon chat s'est mis à uriner quand mon chien est arrivé. Il supporte pas que je donne des câlins à mon chien. Il est jaloux de me partager, etc. Alors que comme tu le dis, bah le fait d'uriner en dehors du bac peut être multifactoriel. Il peut y avoir vraiment plein de causes, y compris médicales. Je le précise toujours parce que l'arrivée d'un chien peut provoquer un stress qui peut provoquer un problème médical, donc il faut jamais l'écarter.
Mais oui, ça peut être un stress, ça peut être une goutte d'eau aussi le chien par rapport à d'autres choses qui allaient pas, ça peut être une gestion de la litière qui n'allait pas non plus et là, ça va être un peu, le facteur qui va déclencher la problématique. Mais voilà, comme tu dis, consulter peut être intéressant si ça ne s'arrête pas parce que, bah, il peut y avoir des causes à creuser et il y a aucune question de jalousie dans tout ça, il y a juste un gros élément perturbateur qui arrive dans la vie du chat. Le chat est tout à fait capable de partager son humain, avec, d'autres congénères ou d'autres d'animaux d'autres espèces, il y a pas de problème là-dessus. Mais ce sera jamais, et ça, on l'entend en dehors du cadre chien, hein, Ouais. mon chat est jaloux parce que j'ai adopté un autre chat, mon chat est jaloux de mon enfant, voilà. Alors que tout ça, c'est très souvent simplement des facteurs de stress. Le côté vengeur aussi, voilà, je suis partie, en vacances, quand je suis revenue, mon chat a uriné, dans la maison, il se venge parce qu'il était pas content de mon absence, voilà, tout ça, c'est des grosses idées reçues, qui n'ont pas de sens d'un point de vue félin parce que, bah, il y a pas cette, façon de penser, cette métacognition qui voudrait que: «Ah, mon humain, ça l'embête quand je fais ça, donc je vais le faire pour l'embêter». Voilà, tout ça, c'est des Clair. choses dont le chat n'est pas capable. Le chat va réagir par rapport à, bah, ses ressentis et du coup, bah, sa façon féline de gérer des stress, ça peut être, bah, d'uriner hors du bac, par exemple, quoi. Oui, puis il est moins tordu que nous, quoi. C'est nous qui nous faisons des plans, maléfiques. Exactement. Et il y a pas non plus de dominance, si tu veux parler d'idées reçues qui peuvent concerner la cohabitation chien-chat, il y a pas non plus de dominance. On entend souvent, «Ah mon chien est soumis, est-ce qu'il ira avec un chat, dominant?» et cetera. Alors il y a aucune dominance chez le chat d'une manière générale et tu pourras en dire plus sur le chien, mais voilà, le chat, il y a pas du tout de notion de hiérarchie et il essayera pas de s'imposer ou il ne sera pas soumis par rapport à un chien. Il aura un tempérament, il aura un caractère qui fera qu'il aura des attitudes plus ou moins, exploratrices ou plus ou moins craintives, mais en aucun cas, c'est un moyen de s'imposer ou d'essayer de dominer le chien. Il y a toujours d'autres choses à analyser derrière des comportements. Exactement pareil pour le chien. Donc oui, on entend souvent, cette théorie de dominance, donc soit entre humain et chien, mais même entre chiens ou avec une autre espèce. Et en fait, au lieu d'analyser le contexte, de prendre en compte les émotions, de connaître les mimiques, le langage canin, on va, mettre des étiquettes qui vont fausser en fait l'interprétation. Et c'est pour ça que je tiens à préciser que ce soit chien ou chat, même s'il y a urine, on ne punit jamais. Déjà, en fait, on risque de stresser davantage et au final, au lieu de travailler sur les causes, on risque de créer des problèmes davantage et surtout d'abîmer encore plus la cohabitation, quoi. C'est pareil que Exact si le chat arrive, dans la maison et qu'il y a déjà un chien, le chien, à un moment, peut, par exemple, détruire, des affaires qu'il n'a jamais fait avant. Il peut aussi lui-même uriner et cetera. Donc tout ça, c'est à analyser et à la limite, j'invite les gens, je sais pas si tu le fais aussi, à noter sur un carnet, les événements ou avec des journées types pour qu'en fait, ils arrivent à analyser en comprenant que, bah, en fait, c'est vrai que là, c'est quand le chat, il est rentré, le chien s'est mis à courir, le chat lui a foutu une claque, enfin une claque, enfin, coup de patte et le chien là a uriné, ça peut être, lié aux émotions en fait. exactement, exactement. Donc bien noté. J'avais aussi d'autres petites questions, c'était aussi, on a vu quand même la litière, on a vu, l'arbre à chat, la 3D, Alors hem la litière, juste, justement, je pensais au fait de protéger parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Comment faire? Vous me demandez de rajouter une litière, mais justement, moi, je pensais la laisser dans la salle de bain parce que le chien, il ira pas. Alors comment je fais? Et donc ça, c'est vrai que c'est une des grosses problématiques. Or, le chat aura potentiellement plus besoin de litière, donc il y a plein de solutions que tu dois aussi conseiller de ton côté. Mais les barrières, par exemple, en font partie. Il y a des barrières pour les portes qui peuvent permettre de créer des pièces refuges, mais il y a aussi des barrières pour parcs enfants. Moi, c'est ce que j'utilise, par exemple, personnellement à la maison. Donc il y a des litières dans des pièces inaccessibles aux chiens, mais j'ai aussi des litières dans mes pièces de vie que j'ai simplement rendues inaccessibles avec des barrières qui bloquent. Il peut y avoir aussi des paravents, on peut aussi les mettre en hauteur. Je préconise des bacs ouverts, donc le côté bac fermé avec une trappe pour éviter que le chien y aille. Bah, souvent, quand je demande qu'on enlève le capuchon, on me dit: «Bah mince, du coup, comment on va faire?» Bah voilà, ces solutions, elles sont tout à fait possibles. Une litière en hauteur, c'est pas toujours pratique, mais dans certains petits espaces, ça peut être une possibilité. Du moment que le chat peut se déplacer, évidemment, on va pas faire ça à un chat senior qui a de l'arthrose, mais pour d'autres types de chats, ça peut être des solutions. En tout cas, voilà, il y a plein de possibilités d'avoir plusieurs litières ouvertes chez soi, j'en ai 5 à la maison et mes chiens, ne vont jamais dedans. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on a toujours ce risque du chien qui va aller manger, les déjections du chat. c'est tentant en fait et au final, plus on va réagir, plus on va l'empêcher d'y aller, plus le chien risque d'y retourner et en plus, le chat peut se faire surprendre à chaque fois être attendu à côté de la litière et en fait, bah, il y a rien de bon. Donc vaut mieux des petites barrières, avec, je vois le chat, une queue de chat Et qui oui, pend, c'est la sur le petite mur Cato. de Leslie.
Donc voilà, doit être bien protégé, ça va permettre à chacun d'être mieux et pareil pour la nourriture, puisque le chat qui mange des croquettes, ce qu'on conseille, c'est de le laisser la nourriture non limitée. Donc bien évidemment de le mettre en hauteur pour éviter de tenter le chien qui lui, bah, s'il y a de la nourriture non limitée, il faut pas rêver, il risque d'y aller Exactement, c'est probablement. pour moi, je mange. Donc oui, toutes les ressources du chat, ça inclut aussi en effet la nourriture, de lui mettre hors d'accès du chien, par différentes manières, que ce soit dans des pièces inaccessibles ou en effet en hauteur. C'est très bien. Dernier point, après on arrêtera là parce que ça fait déjà pas mal de d'infos. Je pense qu'ils peuvent bien aider, les personnes. Au niveau des stimulations, qu'est-ce qu'on peut proposer en stimulation pour le chat? Surtout, bah, si par exemple au départ, si c'est un chat qui va sortir, mais au départ il sort pas, ou si c'est un chat qui sort pas du tout de la maison, et que le chien est là et que l'espace peut être limité pendant un moment, comment on peut, lui proposer des choses intéressantes qui seront valables bien sûr, même si après il sort, même s'il y a de l'espace ouvert ou quoi que ce soit? Quel type de stimulation Alors sont intéressantes? Alors c'est vrai que l'idéal, moi je le conseille quand c'est possible. Alors je sais pas si là ça rentre dans les cas de figure que tu évoquais, mais quand c'est possible, je conseille de garder des moments de jeu avec le chat dans des pièces séparées du chien, Ouais. surtout au début, parce que après quand ils se connaissent mieux, ils apprennent à mieux gérer les réactions de l'autre. Mais ça dépend aussi des profils de chiens, mais généralement quand même un chien peut potentiellement s'exciter si on est là à agiter le plumeau pour le chat, que le chat se met à courir. Là, le chien arrive, surprend le chat qui était concentré sur son plumeau, peut avoir une frayeur, peut attaquer ou peut créer une association négative sur laquelle on va devoir travailler. Donc, quand on peut, moi, je conseille sur des chats qui vont avoir tendance à s'inhiber, du coup, quand les chiens sont là, à pas forcément se lâcher, à plus forcément avoir leur quart d'heure de folie, bah, je conseille, si possible, on va dans la chambre, on ferme la porte et là, le chat peut vraiment se lâcher, avoir une bonne séance de jeu. Et après, sinon, on peut utiliser des enrichissements olfactifs, comme des herbes au chat, qu'on va pouvoir proposer au chat. Il peut y avoir cacher des friandises. Alors, on peut le faire, attention aux protections de ressources qu'il peut y avoir chez le chien, mais même chez le chat, hein. Il y a des chats qui vont pas aimer qu'on vienne leur piquer leurs friandises et qui peuvent mettre un coup de patte au chien. Donc voilà, il faut surveiller ça. Mais on peut très bien, pendant qu'on propose un tapis de fouille au chien au sol, proposer en hauteur, sur les petits meubles qu'on a aménagés pour le chat, des petites friandises pour lui, qui reste un jeu d'exploration, qui utilise son flair, qui est calme, qui est posé, et qui peut faire partie d'un enrichissement, quotidien. Voilà, ça peut être quelques pistes déjà, qui sont importantes. Dans tous les cas, comme pour le chien, c'est important de continuer à dépenser le chat, pour qu'il soit, bah, dans des meilleures conditions pour interagir avec le chien et puis qu'il soit pas de son côté non plus obsédé par le chien à aller lui chercher, des noises, parce qu'il s'ennuie quoi, en gros. Pour le chien, c'est pareil, tu parlais de tapis de fouille, ça peut être tapis de léchage aussi, qui sont donnés à des moments, de la mastication, qui permet au chien de libérer les tensions, mais aussi de se faire du bien. De bien sûr privilégier les balades, des bonnes balades pour que le chien soit au calme, qu'il ait pu sentir et qu'il rentre plus tranquillement dans la maison. Ne pas aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais pas hésiter à utiliser les brises-vues, à mettre sur des fenêtres ou sur des portes vitrées si justement le chien a tendance à voir le chat et qu'il réagit encore beaucoup. Il existe des sortes d'autocollants, enfin je ne sais pas comment on dit, mais des autocollants qui se mettent sur les fenêtres, blancs opaques, et qui peuvent couper la vue. Et ça peut aider énormément aussi le chien à ne pas monter en frustration ou en stress quand il voit le chat. Exactement, ouais. Alors on les mettra en bas des fenêtres, comme ça le chat, lui, il peut quand même profiter de la vue sur l'extérieur quand il est Ouais, sur voilà. son arbre. Et puis l'humain n'est pas bloqué, vous n'êtes pas obligé de vivre dans une pièce où on ne voit rien à l'extérieur, c'est juste à hauteur du chien et que ça gêne pas. Bon, bah merci pour tout. Eh ben, avec plaisir, merci à toi, Omi. J'espère qu'on aura pu donner des bonnes indications à des gens qui prévoient peut-être des cohabitations ou qui ont déjà chien et chat à la maison. Si les gens veulent te suivre, donc il y a Instagram, de toute façon je mettrai le lien. Là où tu es assez actif, c'est quand même Instagram. Ouais, ouais, c'est Instagram. Je publie toujours sur Facebook, mais bon, les stories, ça permet quand même d'en savoir un peu plus sur mon quotidien, sur les consultes que je peux faire. Donc voilà, si vous voulez me suivre, venez avec plaisir sur mon compte Insta. Et puis je mettrai ton site internet, mais c'est vrai que le compte, l'intérêt, c'est que tu donnes des conseils, enfin il y a plein de petites choses intéressantes, pour les personnes. Eh ben, j'espère. Bon, bah merci, à la prochaine. Merci. À bientôt. Ciao.